Napoléon III avait capitulé à Sedan avec une armée de 100 000 hommes, mais ça n'était pas une capitulation générale. Par conséquent, on était toujours en guerre. Si bien que le gouvernement provisoire, proclamé le 4 septembre, tenta de négocier avec Bismarck. Mais le chancelier Bismarck, il est en position de force, et donc il formule des exigences qui ne sont pas acceptées par ce gouvernement provisoire, lequel juge préférable de continuer la lutte. Et Paris est encerclé, il va être assiégé à partir de septembre 1870 par une armée de 150 000 Prussiens commandée par le général von Moltke. Et ce général von Moltke, il aura un homonyme qui est son fils, qui sera un des acteurs de la Première Guerre mondiale. Mais là, c'est le père dont il est question. Et ce général von Moltke dispose de 150 000 hommes, très bien organisés, qui encerclent Paris. Paris est défendu par 400 000 hommes, mais sur ces 400 000 hommes, il y a des gardes nationaux, il y a des troupes irrégulières qui ne sont pas très efficaces, et donc un quart à peu près de ces hommes sont de véritables soldats capables de soutenir le feu. Mais Paris est quand même protégé par une enceinte qui a d'ailleurs été construite à l'initiative de Thiers à partir de 1840, sous la monarchie de Juillet, et qui a été démolie dans les années 1920, ce qu'on appelait les fortifs. Donc tout un réseau de murailles et de fortifications. Et le commandement allemand est établi à Versailles. Et Paris va être bombardé, notamment à partir des hauteurs de Saint-Cloud. Vous voyez que les hauteurs de Saint-Cloud sont assez élevées, hein, elles expliquent d'ailleurs pourquoi la Seine fait des méandres, et de là on a une très belle vue sur Paris, et quand on est muni d'énormes canons, c'est assez intéressant de bombarder la ville. Voilà, c'est le plaisir des artilleurs, bien sûr, c'est l'avantage de cette arme. Et le gouvernement provisoire, donc, est au départ prisonnier dans Paris, mais Gambetta va s'en échapper en ballon, hein, c'est une scène célèbre, et il va se rendre à Tours, et donc il va y avoir une antenne de ce gouvernement provisoire à Tours. Et il lève une armée de 600 000 hommes. Alors il y a toutes sortes de troupes qui sont levées pour l'occasion, les débris de l'ancienne armée, et puis des gardes mobiles qui sont issus des gardes nationaux, et également les fusiliers marins. Hein, la marine n'a pas beaucoup servi, c'est une guerre terrestre, mais du coup les fusiliers marins vont jouer un rôle assez important dans cette guerre terrestre. Et il y a trois armées, l'armée de la Loire, l'armée du Nord et l'armée de l'Est. Une grande partie d'ailleurs des opérations sera sur la Loire, et je signale au passage que c'est à l'occasion des guerres de 70 que seront élevés les premiers monuments aux morts, qui fleuriront en masse après la guerre de 14-18, mais l'usage a commencé, on en trouve justement surtout au bord de la Loire, du côté d'Orléans, etc. Et ces armées n'arriveront jamais à desserrer l'étau qui enserre Paris. Et donc le siège continue. Si bien que en janvier 1871, les membres du gouvernement provisoire qui sont restés dans Paris, Paris qui est affamé, signent une capitulation et un armistice général. Alors un armistice, c'est une suspension d'armes, on cesse de faire la guerre et on discute. Ça n'est pas une capitulation, ça n'est pas non plus une paix. Voilà, les scènes du siège de Paris ont donné lieu à quelques œuvres littéraires. On en trouve notamment dans les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Hein, il y a aussi des scènes de la guerre de 1870 dans les œuvres de Maupassant. Alors il faut attention, ce sont des œuvres littéraires qui racontent des épisodes qui peuvent être réalistes, mais enfin ce sont des œuvres littéraires, ce ne sont pas des reportages historiques, donc Maupassant, il explique beaucoup les exactions des Allemands, mais bon, peut-être que les auteurs allemands auraient eu des choses à dire sur le comportement des Français quand ils occupaient l'Allemagne, sous Napoléon, par exemple. Mais c'est quand même intéressant, ça montre les sentiments et l'ambiance de l'époque, donc bien sûr c'est à lire. 3 semaines sont accordées par les Allemands pour procéder à des élections. Pourquoi est-ce que les Allemands font ça? Qu'est-ce que ça peut leur faire, ces élections? Parce qu'ils veulent traiter avec un gouvernement qui ait au moins un minimum de légalité, et non pas avec un gouvernement provisoire, sinon on fera des traités qui ne reposeront sur rien. Et donc une assemblée est élue le 8 février 1871, et elle se réunit à Bordeaux le 12 février. Et cette assemblée désigne Thiers comme
chef du pouvoir exécutif. Thiers avait été ministre de Louis-Philippe, il a eu une grande éclipse sous le Second Empire, parce qu'il était un opposant à Napoléon III, mais qu'il avait contribué quand même à faire élire, parce que Thiers avait déclaré à propos de Napoléon III, c'est un crétin qu'on mènera. Bon, résultat, il était quand même resté 20 ans au pouvoir, et Thiers donc était presque à la retraite, là il avait 73 ans, et il revient enfin au pouvoir, il est très content. Bon. Et Thiers rencontre Bismarck à Versailles. Ça a dû être pittoresque, parce que Thiers était très 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 petit, alors que Bismarck était quand même très grand. Et le 26 février, l'Assemblée accepte les conditions allemandes qui seront ensuite validées par un traité, le traité de Francfort, qui sera signé donc le 10 mai 1871. Alors, ces conditions comprennent la cession de l'Alsace, qui a été conquise par les Allemands, sauf Belfort, parce que Belfort s'était vaillamment défendue, n'avait pas été prise, et par conséquent, elle est restée un tout petit département qui a été détaché du reste de l'Alsace, qui existe toujours, ce qu'on appelle le territoire de Belfort, et qui est symbolisé par le lion de Belfort. On voit à Belfort, il y a une copie en bronze à Paris, place d'Enfer-Rochereau. Et cession également d'une partie de la Lorraine, toute la partie qui est plus germanique et celle qui a été conquise également par les Allemands. Deuxième condition, c'est le règlement, avant 3 ans, d'une indemnité de guerre de 5 milliards. Il ne faut pas oublier que c'est la France qui a déclaré la guerre, même si en réalité Bismarck avait tout fait pour qu'il en soit ainsi. Et troisième condition, c'est qu'on accorde à l'Allemagne la clause de la nation la plus favorisée en matière de commerce. Alors il y a des droits de douane, et donc si la clause de la nation la plus favorisée, ça veut dire qu'en toutes circonstances, pour tous les produits, l'Allemagne doit toujours être alignée sur le tarif le plus bas. Si vous avez un droit de 20% sur un produit, vous décidez que vous allez seulement taxer ce produit pour les Anglais par exemple de 10%, vous êtes obligé d'aligner aussi le tarif imposé à l'Allemagne à 10%. C'est la clause de la nation la plus favorisée, qui est finalement peut-être plus utile encore que l'indemnité de guerre proprement dite, parce qu'elle favorise l'industrie et le commerce. Alors cette Assemblée nationale qui avait été élue, eh bien, il y avait 2 camps qui s'opposaient, c'était les Républicains, et les Républicains, eux, ils veulent poursuivre la guerre. Car c'est toujours un armistice, et donc on est virtuellement en guerre, tant qu'on n'a pas signé ce traité. Donc au moment des élections, ils disent qu'il faut continuer la guerre, on ne va jamais se laisser faire, etc. Bref, ils sont pleins de courage. Mais les électeurs n'étaient pas tellement d'accord, en général ils sont plutôt pour la paix, et donc ils s'étaient tournés vers les notables locaux, les châtelains, des médecins, des hommes de loi. La France est essentiellement rurale encore, et si bien que cette assemblée de 630 membres comportait 2 tiers de monarchistes et 1 tiers de républicains. Ils ne sont pas contents, ils disent après tout ce qu'on a fait pour vous, etc. Bon, donc on fait des révolutions, à chaque fois les gens votent monarchistes, c'est quand même à n'y rien comprendre. Si on réfléchit un peu, on comprend. Et les monarchistes, on se dit, ben voilà, c'est gagné, ils vont restaurer la monarchie, parce qu'ils sont monarchistes. Mais ils ont des souvenirs historiques, parce qu'ils ont bien suivi leur cours d'histoire à l'école, et ils se rappellent qu'en 1815, eh bien, ça avait été un inconvénient pour les Bourbons d'arriver juste après une défaite, parce que les indemnités à payer, l'occupation, c'était sous les débuts de la monarchie, et donc ils étaient mêlés au malheur de la France. Et du coup, ça faisait mauvais effet. Donc, ils veulent éviter ça et mettre en place le nouveau régime après qu'on ait réglé les principaux problèmes résultant de la guerre. Et donc, ils vont attendre un peu, et il y a une deuxième raison d'attendre, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord. Il y a toujours des... Bon, les bonapartistes, ils ont du plomb dans l'aile, ils ont un peu perdu leur plume dans la bataille, mais il y a des légitimistes qui sont pour le comte de Chambord, et il y a des orléanistes qui sont pour le comte de Paris. Ils ne sont pas d'accord. Donc, ils vont décider d'attendre, et ils vont nommer, en attendant, Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française. Donc, vous voyez, c'est tout à fait naturel, on élit des monarchistes, et immédiatement, il y a un pouvoir exécutif de la République française. Et tout cela en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France.